Et bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique de Télé-Grenoble, avec chaque semaine sur ce plateau un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Rambaud. Bonjour. Bonjour Thibault Leduc. Bienvenue, sénateur Renaissance de l'Isère depuis 7 ans. Vous êtes le dernier parlementaire isérois à représenter le camp d'Emmanuel Macron. Vous étiez 10 en 2022, 7 jusqu'au 7 juillet dernier. Vous ne vous sentez pas trop seul aujourd'hui ? C'est la vie politique, hélas, si, sûrement. Je pense que, d'ailleurs, ça me paraît un peu paradoxal que sur les 10 députés isérois, il n'y en ait pas aujourd'hui au moins 2, voire 3, qui représentent la majorité présidentielle. Mais bon, voilà, c'est le résultat des élections. Mais effectivement, sur le terrain, c'est pas forcément facile tous les jours. Est-ce que ça traduit un essoufflement, voire un déclin du parti qu'Emmanuel Macron avait lancé en 2017 ? Vous aviez été un des premiers, vous étiez socialiste à l'époque, à le rejoindre dans ce nouveau mouvement, cette nouvelle façon d'essayer de faire de la politique ? Effectivement, vous avez raison de dire que j'ai créé le mouvement En Marche en avril 2016. On n'est plus dans le même état d'esprit, effectivement, aujourd'hui qu'il y a 7 ans. Bon, voilà, je continue de penser, néanmoins, que notre pays a besoin de dépasser un petit peu ces clivages politiques. Je ne remets pas en cause les origines, les identités politiques, gauche, droite, le centre. Mais aujourd'hui, notre pays est dans une telle situation que c'est l'intérêt général qui doit primer. Et il faut être capable, effectivement, de se rassembler pour avancer sur un certain nombre de réformes. Comment se porte le parti Renaissance ici en Isère ? Comme tous les partis politiques, il ne faut pas se leurrer, ça vivote. Le nombre d'adhérents a baissé. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit qu'en 2017, où effectivement, moi j'ai connu la période où on était pas loin de 6000 adhérents En Marche. Bon, ici en Isère ? Ah oui, carrément. Bon, aujourd'hui, le chiffre a nettement chuté, mais bon, c'est le propre de tous les partis qui sont au gouvernement. Effectivement, il y a toujours de la déception, des attentes et beaucoup d'adhérents qui s'en vont. Mais bon, néanmoins, le mouvement est toujours présent, quoi. Il a fait sa rentrée politique le week-end dernier. J'ai vu ça à Sarcenat, avec Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, qui était un petit peu l'invité vedette. Vous étiez présent, vous, ce jour-là ? Non, pour des raisons familiales, je n'ai pas pu être présent, mais effectivement, je suis cela avec attention. Alors, vous regrettiez qu'il n'y ait plus de députés Renaissance, ou en tout cas de la majorité présidentielle en Isère. Parmi les 6 députés macronistes qui ont été battus au mois de juillet, il y en a un dont la défaite a été un peu plus symbolique que les autres, c'est celle d'Olivier Véran sur la première circonscription, l'ancien ministre de la Santé qui a été battu par un inconnu de 24 ans de la France insoumise dans une circonscription qui sociologiquement semblait quand même depuis de nombreuses années favorable aux idées d'Emmanuel Macron. Oui, Olivier Véran paye sûrement son travail comme ministre. Voilà, la période de la crise sanitaire, etc. Il a été amené à prendre des décisions difficiles. Donc, je pense que une grande partie de la gauche, de toutes les forces politiques avaient envie de se le faire. Permettez-moi l'expression. Bon, voilà, c'est la vie politique. Et puis, il y avait une élection qui était très difficile quand vous faites partie de la majorité présidentielle, forcément, c'est là où on voit que les implantations locales, lors des élections législatives, de plus en plus ne paient plus. On connaissait une période où une implantation locale vous permettait de résister à des vagues. C'est plus le cas aujourd'hui. On le voit dans toutes les circonscriptions de France. Et Olivier Véran l'a payé aussi. Il avait été aussi porte-parole du gouvernement. Il avait quitté le gouvernement en janvier et lui qui était à la base neurologue au CHU avait surpris tout le monde à l'époque en annonçant qu'il allait quitter l'hôpital public pour aller travailler dans une clinique parisienne privée spécialisée en soins esthétiques, pour un ancien ministre de la Santé qui clamait son attachement à l'hôpital public et qui luttait contre le manque de médecins. C'était une décision plutôt surprenante. Heureusement, pendant la campagne des législatives, il avait tenu à rectifier le tir sur notre plateau, notamment lors d'un débat. J'ai écouté mes collègues, j'ai écouté les patients aussi, et donc j'ai demandé ma réintégration. Donc je suis en cours de validation de mes compétences par le Conseil de l'Ordre. Et oui, quand on peut avoir été ministre de la Santé, devoir en passer par là, et je respecte ça. Si tout va bien, le 3 juillet, je suis de nouveau neurologue, et j'espère recommencer au CHU assez vite. Ah voilà, c'était une bonne nouvelle pour le CHU de Grenoble, qui manque, comme tous les hôpitaux, cruellement de médecins, et notamment dans cette spécialité. Sauf qu'on a appris cette semaine qu'Olivier Véran avait une nouvelle fois changé d'avis et décidé de ne pas redevenir médecin, mais de créer une société de lobbying pour vendre son carnet d'adresses et son influence à des sociétés privées.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce revirement de situation? Écoutez, j'apprends là à l'instant précis cette information. Ça a été relayé par beaucoup de médias nationaux cette semaine. Je trouve que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec Olivier Véran là, depuis les législatives. Bon, voilà, écoutez, je pense que ça ressort de la vie privée, voilà, de son engagement personnel, de ce qu'il a envie de faire sur le plan professionnel. Bon, c'est lié. Mais quand on a un homme public comme il l'est et comme il restera, j'imagine, quand on a ce parcours et cette notoriété, on doit quand même essayer d'être cohérent avec certaines valeurs ou avec certains discours. Écoutez, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui, donc je ne sais pas exactement derrière ce qu'il y a. Est-ce que c'est aussi parallèlement, il continue son activité de médecin voilà, je n'ai pas d'informations, donc je ne peux pas en dire plus à l'heure qu'il est. Bon, CHU de Grenoble, on nous a répondu de façon assez alambiquée qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles d'Olivier Véran, malgré son envie de réintégrer l'hôpital dès le 3 juillet. Voilà. Si, de façon plus générale, qu'un élu qui s'est fait un carnet d'adresses grâce à un mandat public retourne ensuite à la vie privée et essaye de faire fructifier son réseau, indépendamment du cas d'Olivier Véran, mais on l'a vu à d'autres reprises, ça vous choque écoutez, non, ça ne me choque pas. Ça veut dire qu'on a eu des expériences de terrain professionnelles. Si on peut les mettre à profit pour apporter un plus à celles et ceux qui nous sollicitent, pourquoi pas. Bon, voilà. Tant qu'on n'est pas dans une situation, je dirais, de conflit d'intérêts, je ne vois pas où est le problème. Bon, sa situation à Olivier Véran a été examinée cet été, puisque visiblement son projet mûrissait. Il faut savoir qu'il existe une haute autorité de transparence sur la vie publique, qui était présidée jusqu'à présent d'ailleurs par Didier Bigot, donc qui veille justement, qui donne des avis sur ce type de situation. Donc respectons les avis qui sont donnés par cette haute autorité. Elle a émis quelques réserves quand même sur le cas d'Olivier Véran, mais elle a validé sa réorientation professionnelle. En tout cas, si sa vie à lui, comme aux autres députés isérois, s'est retrouvé bouleversé ces dernières semaines, c'est à cause de cette dissolution voulue par Emmanuel Macron. Pour clarifier les choses, après la défaite de son camp aux européennes, 3 mois après cette décision, Didier Rambaud, est-ce que les choses sont plus claires ? D'abord, je vois, vous voulez me faire commenter à nouveau cette dissolution. Avec un peu de recul maintenant, parce qu'on sait ce qu'elle a donné. On savait qu'elle allait arriver. C'était clair. Bon, c'est vrai que dans l'esprit de tout le monde, on voyait ça plutôt à l'automne, au moment de l'adoption du budget, qui allait sûrement à nouveau être adopté par un 49.3. Donc on a vécu 2 années de 49.3 répétitif. Ça ne pouvait pas durer. Donc la dissolution, elle était pratiquement admise par tout le monde. Elle allait arriver. Bon, la grande surprise, c'est qu'elle est arrivée plus tôt que prévu, qu'elle n'a pas forcément, hélas, clarifié la situation au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a aucune majorité qui se dégage. Voilà, dont acte. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. Et pour ce qui me concerne, faire confiance à ce nouveau gouvernement, puisque voilà, notre pays a besoin maintenant de stabilité, a besoin de continuer à fonctionner, a besoin de réformes supplémentaires. Voilà, nous allons voir. Vous le rappeliez il y a quelques instants, vous avez été un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron en 2016. Est-ce que vous avez aujourd'hui toujours des contacts un peu privilégiés avec lui ? Est-ce que sur cette période un peu de flottement depuis le mois de juin, vous avez échangé ? Alors non, j'ai pas eu cette occasion. Bon, je sais que ça va arriver là, puisque en début de session parlementaire, début octobre, là, qui va démarrer, il a prévu de rencontrer notre groupe de sénateurs. Donc on va avoir l'occasion, effectivement, avec le recul, de pouvoir à nouveau échanger avec lui. Mais ça n'a pas été le cas, effectivement, ces dernières semaines. Mais bon, l'actualité a quand même été, entre la dissolution, les Jeux Olympiques, la constitution du nouveau gouvernement et la rentrée parlementaire, assez dense. Donc il n'y a pas eu d'occasion de le faire. Mais là, je sais que ça va arriver dans les prochains jours. Bon, vous commenterez peut-être avec lui la nomination de ce nouveau Premier ministre, Michel Barnier, membre des Républicains, un parti qui a rassemblé 6% des voix aux législatives. Une nomination qui a inspiré cette question à l'invité de la précédente émission, c'est Hugo Prévost, justement le tombeur d'Olivier Véran, qui est le nouveau député de la première circonscription de l'Isère, membre de la France Insoumise. Il est à votre place et je lui ai demandé de vous poser une question, Didier Rambaud. On l'écoute.
Écoutez, il me vient une question tout à fait naturelle que je pense tout le monde se pose. Monsieur, vous êtes sénateur, donc parlementaire, représentant du peuple. Êtes-vous bien à l'aise avec le coup de force antidémocratique qu'a organisé Emmanuel Macron en ne reconnaissant pas la souveraineté du peuple qui a voté pour le nouveau Front populaire et avec la nomination de monsieur Barnier? D'abord, je vais rappeler à ce nouveau député peut-être ce qu'est un sénateur. Il n'est pas forcément un représentant du peuple. Il est élu, un sénateur est élu au suffrage universel indirect. Par des élus. Par des élus. Nous sommes les représentants des territoires, des collectivités locales. Donc, première rectificatif. Il a 24 ans, il débute. Oui, voilà, écoutez, c'est l'occasion d'apprendre des choses. Deuxième rectificatif, c'est pas la gauche qui a gagné les élections. Voilà, on voit bien la situation aujourd'hui. Il n'y a pas de majorité, même relative, au sein de l'Assemblée nationale. Je peux leur faire la démonstration aujourd'hui. Qui a été élu président de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est un élu de gauche? Donc, ils n'ont pas gagné les élections. Voilà. Et puis, troisième réponse, est-ce que je suis à l'aise? Bon, vous savez, je ne suis pas langue de bois. Le choix de Michel Barnier comme Premier ministre ne m'a pas forcément enchanté. Je veux même aller plus loin. J'aurais préféré quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, par exemple, un social-démocrate comme moi, qui correspondait sûrement mieux à ce que j'aspirais, à ce que j'avais envie de voir. Bon, voilà, Michel Barnier a été choisi parce que Bernard Cazeneuve a été empêché. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Empêché par qui? Par ses propres amis politiques, notamment le Parti socialiste. Parce que si aujourd'hui le Parti socialiste avait accepté ce choix-là, je pense qu'on se serait retrouvé avec Bernard Cazeneuve, Premier ministre. Bon, voilà, il faut en tirer les conséquences. Et puis maintenant, écoutez, avançons. Alors, pour rebondir sur la question d'Hugo Prévost, effectivement, la gauche n'a pas gagné les élections, mais LR encore moins. Contrairement au sport, en politique, on peut perdre une compétition et se retrouver finalement sur la plus haute marche du podium. C'est ça au-delà des hommes politiques, les Français ont peut-être un peu de mal à comprendre. C'est effectivement un peu surprenant, moi le premier, voilà, mais bon, ça résulte d'un compromis. C'est souvent dans les pays où il n'y a pas de majorité qui se dégage, il faut trouver un accord, un consensus autour d'une personnalité, trouver une personnalité qui pouvait empêcher tout de suite l'adoption d'une motion de censure, donc en l'occurrence un LR, voilà. Effectivement, et derrière lui, je vois l'arrivée aussi de nouveaux ministres, plutôt représentatifs d'une certaine droite, je dirais une droite Trocadéro, droite assez conservatrice. Mais à côté, il y a d'autres personnalités qui sont arrivées, qui vont permettre de trouver un équilibre. Trocadéro, c'est Fillon qui avait rassemblé ses troupes pendant la campagne des présidentielles en 2007. François Fillon qui incarnait effectivement cette droite plutôt radicale ou conservatrice dont on va reparler. Richard Ramos, qui est un député MoDem, a déclaré que Macron avait fait une erreur politique en nommant Michel Barnier. Est-ce que vous iriez aussi loin? Non, je ne vais pas aussi loin parce que je pourrais répondre à Richard Ramos. Qui d'autre? Alors, j'ai la réponse. Il y avait Lucie Castet qui avait été proposée par le NFP, qui était arrivé en tête. Mais on savait pertinemment que ça n'allait pas durer 8 jours, puisqu'il y allait avoir adoption d'une motion de censure par tout ce qui n'était pas à gauche. Le bloc central et puis l'extrême droite, faisant que il y avait une motion de censure et qui allait faire tomber ce gouvernement. Mais Didier Rambaud, est-ce que c'était pas aux députés d'en décider plutôt qu'à Emmanuel Macron d'en préjuger à l'avance de ce scénario? Je pense que le choix du président de la République, c'était de ne pas perdre de temps, de nommer un gouvernement qui allait au moins pouvoir travailler quelques mois, aller au moins jusqu'à l'examen du budget, qui est le budget de l'État, qui est quand même le prochain dossier le plus important du Parlement. Voilà. Vous n'êtes pas très ambitieux pour ce gouvernement, au moins jusqu'à l'examen du budget, donc au moins jusqu'en octobre. C'est l'échéance majeure, et puis après, on sait pertinemment que tout ça est très fragile, qu'il n'y a pas une majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale qui se dégage, donc il va falloir trouver des compromis sur un certain nombre de dossiers. Voilà. Moi, je fais confiance encore à l'esprit de responsabilité de certaines forces politiques qui ne sont pas dans ce bloc central, je pense au PS, je pense aux écologistes, pour effectivement, sur un certain nombre de dossiers, celui de la fin de vie, celui des retraites, de continuer à avancer. Alors, un mot sur
nouveau Premier ministre, sur Michel Barnier, qui est né d'ailleurs en Isère à La Tronche et qui a fait une grande partie de sa carrière politique dans le département d'à côté, la Savoie. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez personnellement? À titre personnel, non, parce que bon, on n'est pas de la même génération. Voilà, on n'a pas été. Bon, il était quand même en retrait, même s'il avait des fonctions européennes, donc il était plutôt en retrait de la vie politique locale. Donc je n'ai jamais eu l'occasion de le croiser, d'échanger avec lui. Bon, a priori, bon, c'est plutôt un homme d'abord courtois, qui me semble respectueux des uns et des autres, pas sectaire, me semble-t-il. Bon, on va voir à l'œuvre. Donc moi, à l'heure qu'il est, voilà, je vais pas être dans une position, je vais pas, comment dire, trembler avant d'avoir la fièvre. Un peu comme François Hollande qui est là, j'ai regretté qu'il déjà il annonce qu'on va le censurer, alors qu'il n'a même, à l'heure où je vous parle, il n'a pas encore prononcé son discours de politique générale. Voilà, je dirais c'est sa prochaine échéance majeure, et nous verrons bien effectivement comment on peut continuer avec lui. Bon, ce sera la semaine prochaine, ça. C'est pas un novice en politique, il a 73 ans et il est depuis 40 ans dans le paysage politique français. Ce qui me rassure, c'est un Européen d'abord. C'est important. Donc, voilà, quand on sait qu'aujourd'hui beaucoup de choses passent par l'Europe, voilà. On connaît la situation de nos finances publiques, on sait qu'il va falloir mener des négociations au niveau européen. Bon, je pense qu'il a plutôt un bon profil pour faire cela. Alors vous savez comment Jacques Chirac le surnommait à l'époque où il était jeune ministre, ça remonte au siècle dernier. Vous allez me l'apprendre. Le moniteur de ski, alors à la fois pour ses origines savoyardes, mais aussi parce que un virage à gauche, un virage à droite, un virage à gauche, un virage à droite, c'est en tout cas comme ça qu'il était dépeint par son camp. On rappelle qu'il s'est opposé au mariage pour tous, à l'adoption pour les couples homosexuels, par exemple. Et puis, depuis qu'il est Premier ministre, il a déclaré qu'il serait un rempart pour qu'on préserve ses droits, que sont la loi Veil sur l'IVG, la procréation médicale assistée et le mariage pour tous. Donc là, on tant mieux. Oui, tant mieux, mais on est dans ce slalom que... Il débarque bien. Non, mais là, il savait très bien que pour un grand nombre d'élus de la majorité présidentielle, de ce bloc central, Renaissance, Modem, Horizon, sûrement un grand nombre de LR, c'était des lignes rouges. Donc là, je pense que toucher à ces sujets-là, ces sujets de société fondamentaux, c'était inacceptable. Et là, il se heurterait effectivement à une motion de censure immédiatement. Mais quand il dit ça, est-ce que comme quand Olivier Véran nous déclarait qu'il rêvait de revenir vite médecin à Grenoble, est-ce qu'il est sincère, Michel Barnier, quand il dit qu'il est prêt à défendre ces sujets qu'il a pourtant combattus? Ce sont des sujets sur lesquels, voilà, qui font appel à notre conscience, très particuliers, sur lesquels on peut évoluer aussi. Donc, bon, tant mieux. Ça veut dire que l'adoption d'un certain nombre, vous savez, c'est comme la peine de mort. À l'époque, un grand nombre d'élus ne l'avaient pas voté, n'étaient contre, et puis aujourd'hui, ne la remettraient pas en cause. Bon, voilà, moi je me réjouis effectivement, si ça peut faire avancer ces sujets-là dans la société, parce qu'il ne suffit pas de faire voter des lois, il suffit aussi que la société les comprenne, les adopte. Donc tant mieux. Bon, vous parliez du côté très droitier de ce gouvernement. Michel Barnier, je ne pense pas qu'il ait changé d'avis là-dessus, défendait le départ à la retraite après 65 ans. Il y a encore peu de temps, au moment des primaires à droite. Et puis la composition de son gouvernement fait clairement pencher la balance de ce côté-là. Je rappelle qu'il y a Catherine Vautrin ou Laurence Garnier qui sont, elles aussi, des ministres clairement opposés au mariage pour tous, voire à l'IVG comme Laurence Garnier. Bruno Retailleau également a toujours milité contre ces avancées sociales. Vous êtes d'accord avec le constat que ce gouvernement n'a jamais, enfin en tout cas que la France n'a jamais eu un gouvernement aussi à droite depuis 15 ans? J'ai connu dans le passé des gouvernements très à droite. Quand il y avait des Pandro, des Pasqua... Oui, mais je parle des 15 dernières années. Effectivement, par rapport à ces personnes-là qui effectivement n'ont pas voté ces lois qui pour moi sont fondamentales, qui ont été des avancées sociales et sociétales importantes pour notre pays, ça peut interpeller, effectivement. Et donc il va falloir être très vigilant pour la suite. Est-ce que ce vote de juillet ne traduisait pas visiblement cette attente quand même de la population? Non, c'est clair, non, ça ne traduisait pas cette attente. Mais bon... attendons le discours de politique générale, voilà, qui va fixer un cap, qui va donner des orientations. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir être rassuré et continuer à travailler.
Bon, il y en a un qui a déjà fixé un cap et des orientations dans ce gouvernement, c'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est une des personnalités phares de ce nouveau gouvernement de Michel Barnier. Alors, c'est un de vos collègues, Bruno Retailleau, puisqu'il est sénateur, il présidait le groupe de droite au Sénat. Il avait d'ailleurs œuvré pour durcir la loi sur l'immigration, contre cette... pour durcir également la réforme des retraites. Comment vous le situez politiquement, Bruno Retailleau ? À droite des LR ? À droite des LR, oui, c'est la droite conservatrice, c'est la droite, comme je disais tout à l'heure, Trocadéro, effectivement. Mais bon, il peut s'améliorer. Vous pensez qu'il va s'améliorer ? En tout cas, voilà, il ne fera pas ce que nous ne souhaitons pas. Voilà. Je vous le dis très franchement, un grand nombre de députés, y compris de sénateurs centristes, sûrement des LR, n'accepteront pas une remise en cause des sujets dont on vient de parler. On retrouve aussi Rachida Dati à la culture, qui s'est maintenue, qui avait été nommée par l'ancien gouvernement de Gabriel Attal. Rachida Dati qui est mise en examen pour corruption passive, qui risque un renvoi devant le tribunal correctionnel. On peut être surpris de la voir se maintenir dans ce gouvernement. Ça vous a étonné ? Écoutez, elle venait d'être nommée depuis 6 mois ministre de la Culture. Voilà. Il y en avait d'autres qui avaient été nommés et qui n'ont pas résisté. Voilà. Je trouve que je vais la côtoyer plus régulièrement parce que je suis au Sénat rapporteur du budget culture. Donc, voilà, je sais qu'elle attache beaucoup d'importance à la culture dans les secteurs ruraux, périurbains. Ouais. En général, la culture, c'est réservé aux élites, à Paris, aux grandes métropoles. Bon, elle a ce souci, effectivement, de rééquilibrer tout ça. Bon, moi, c'est là-dessus que je vais la juger. Après, ses affaires personnelles, écoutez, voilà, elle assumera. Hein. Vous allez soutenir ce gouvernement, Didier Rambaud ? Pour l'instant, oui. Moi, il est quand même, voilà, le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Voilà. Les ministres sont aussi nommés par le Président de la République, que je soutiens. Voilà. Notre pays a besoin, en ce moment, de stabilité, a besoin d'un gouvernement. Bon, il y en a un qui vient d'être nommé. Donc, je fais une confiance pour l'instant. Après, je suis libre et autonome. Je l'ai démontré dans le passé, y compris face à mes propres amis politiques. Vous avez parlé d'immigration tout à l'heure. Je rappelle que la loi immigration, voté contre. Moi, je ne l'ai pas voté. Oui. Donc, je serai toujours dans cet état d'esprit. Voilà. Ce qui ne sera pas conforme à mes valeurs, ce qui ne sera pas conforme à ce que j'estime à l'intérêt du pays, je m'y opposerai. Mais pour l'instant, je ne tremble pas avant d'avoir la fièvre. Alors, parmi ces ministres, il y en a un avec lequel je pense que vous avez plus d'affinité parce que vous le connaissez très bien. Je vois venir. Voilà, c'est Didier Migaud, vous l'avez cité tout à l'heure, ancien président de la métropole grenobloise. On le voit là sur le plateau de Télé Grenoble il y a quelques années. Il a été maire de Cessin, député de la 4e circonscription de l'Isère pendant 21 ans. On a eu l'occasion, nous, au début de la chaîne, de le côtoyer à de nombreuses reprises. Élu socialiste, qui avait mené notamment la construction du Stade des Alpes à Grenoble à l'époque. Vous avez été, Didier Rambaud, le collaborateur parlementaire de Didier Migaud. Oui, effectivement, j'ai travaillé 12 ans auprès de lui. J'ai été son premier collaborateur lorsqu'il a été élu député pour la première fois, son premier collaborateur parlementaire et durant 12 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, peut-être avec émotion et une certaine fierté aussi, de le voir à ce niveau-là. Alors, il a fait une belle carrière politique, président de la Cour des comptes, président de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique. Aujourd'hui, garde des Sceaux, numéro 2 de ce gouvernement. Effectivement, voilà. Là, j'ai plutôt confiance, voilà, parce que je connais ses valeurs, je connais son engagement. C'est un énorme travailleur qui va au bout des choses, qui ne laisse jamais un dossier comme ça en instance. Puis je dirais ses premières prises de parole, moi aussi, alors qu'il était plutôt en retrait de la vie politique, certains se disaient mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'il est toujours de gauche, etc. Il avait dû rendre sa carte au Parti socialiste oui, par la force des choses. Oui, par la force des choses. Bon, sa première prise de parole, plutôt rassurée, devrait aussi rassurer une partie de l'opinion, la famille d'où il vient, quand il a rappelé à Bruno Retailleau qu'on était dans un état de droit, quand même. Voilà. Donc, qu'il y avait des choses où on ne faisait pas n'importe quoi dans notre pays. Il risque peut-être d'être un peu quand même seul contre tous dans ce gouvernement. Vous avez été surpris qu'il accepte ce poste ?
Oui, un petit peu, même si on a eu l'occasion d'échanger au cours de l'été et qu'il m'avait fait part qu'il était plutôt disponible, effectivement. Alors je pense peut-être qu'il se situait dans un autre cas de figure comme Premier ministre, mais il avait envie effectivement d'être disponible. C'est un juriste de formation, donc je pense que... Et puis, dans ce gouvernement où il y a beaucoup de nouveaux, je pense qu'il y a besoin aussi un petit peu de gens expérimentés. Hein. Bon, il a quand même, lui, les territoires, il sait ce que c'est. Hein. Il a été quand même député d'une circonscription à la fois urbaine, de montagne, rurale. Donc, il y a des choses qu'il sent, comme on dit. Hein. Il a mis les pieds dans la boue à des moments donnés. Donc, ce gouvernement a besoin de ministres de son niveau-là. Alors là, on le voit le jour de la passation de pouvoir avec Dupond-Moretti, qui était le ministre emblématique de la Justice. Une passation de pouvoir un peu tendue d'ailleurs. Dupond-Moretti faisait la gueule, on peut le dire clairement à ce moment-là. Je pense que Dupond-Moretti avait envie de continuer son travail, ce que je peux surtout qu'il avait obtenu des moyens importants pour la justice, en termes de création de postes de magistrats, de permettre à notre justice de mieux fonctionner, création de postes de greffiers. Je pense qu'il avait envie de voir un petit peu l'aboutissement de son travail. Donc on peut imaginer sa déception, mais bon voilà, c'est aussi il découvre aussi ce qu'est la vie politique, voilà, qui est faite de haut et de bas, voilà. Alors un homme de gauche, Didier Migaud, mais très critiqué par son ancienne famille politique, le Parti socialiste, même celle qui a pris sa place sur la 4e circonscription, Marie-Noëlle Battistel, qu'on recevra d'ailleurs dans la prochaine émission. Elle n'a pas forcément été très tendre avec lui, même si elle reconnaît la qualité de l'homme. Marie-Noëlle Battistel, que j'estime beaucoup d'ailleurs à titre personnel, est sûrement un petit peu... verrouillé un petit peu par son environnement politique, par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, par des amis politiques locaux qui considèrent que Macron est un homme de droite, que ce gouvernement n'a jamais été aussi à droite, et qu'est-ce que Didier Migaud vient faire là-dedans. Voilà. Donc je pense qu'elle est sûrement, un petit peu sous influence. Alors, Migaud à la justice, Retailleau à l'intérieur. On a deux ministères qui doivent vraiment travailler main dans la main, si on veut être efficace. C'est foutu d'avance avec deux personnages comme ça. On a toujours connu ça dans le passé. Ce sont deux fonctions différentes. Autant de moi, je me souviens au début, les débuts des années Mitterrand, cette opposition entre Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et Robert Badinter, garde des Sceaux. Il y avait ces tensions-là qui existaient. Voilà. On l'a connu sur d'autres gouvernements. On l'a vu sur les gouvernements précédents, entre Gérald Darmanin et Dupond-Moretti. Il y a des moments donnés, ça n'a pas été non plus très, très fluide. Hein. Bon, voilà. Chacun sont sur leur secteur d'activité. Donc ça continuera. Voilà. Là, effectivement, sur deux personnalités différentes, il y aura sûrement des tensions, mais chacun aura sa place. Et je fais confiance, moi, à Didier Migaud, effectivement, pour défendre les valeurs qui sont les siennes, qui sont les miennes, et rappeler qu'effectivement, dans notre pays, qui est un état de droit, voilà, qui est le pays des droits de l'homme, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Je rappelle que Didier Migaud avait voté, quand il était député, la suppression du délit de solidarité qui visait à pénaliser ceux qui aidaient les migrants. Retailleau, lui, est sur une ligne très dure vis-à-vis de l'immigration illégale. Notamment, il y a d'ailleurs déjà eu une première passe d'armes pratiquement le lendemain de leur nomination entre les deux. Retailleau demandait au garde des Sceaux une justice plus ferme et Didier Migaud lui a répondu que la justice était et devait rester indépendante. Oui, c'est la loi, c'est comme ça. C'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est bien de le rappeler. Bon, ça semble quand même un peu mal parti pour ce gouvernement, mais bon, vous êtes optimiste, on verra dans les semaines. Par nature, voilà. mais surtout, je veux que notre pays fonctionne. Hein. C'est quand même ça important, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui compte pour notre pays, hein? C'est le chaos ou c'est l'intérêt général? On verra si le duo, ne serait-ce que celui-là, arrive à fonctionner. C'est quand même mal parti pour Michel Barnier, qui est aujourd'hui le Premier ministre le plus impopulaire depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, si on en croit les sondages qui ont été publiés juste après sa nomination, 39% d'opinion favorable. Mais bon, vu le contexte, on ne pouvait pas imaginer un raz-de-marée. Mais il a aussi fait quelques impairs, notamment il a oublié de nommer un ministre du handicap alors qu'on sort des Jeux paralympiques et que Emmanuel Macron en avait fait
une cause importante ces dernières années. Effectivement. C'est une réaction que nous avons eue. Hein. Notre groupe au Sénat s'est réuni la semaine dernière suite à l'annonce du gouvernement. Et c'est ce qui est ressorti tout de suite. Il dit, tiens, mais comment ça se fait? Effectivement, les personnes handicapées ont été oubliées. Et en plus, après les Jeux paralympiques, qui ont été un beau moment. Hein. Alors, je trouve qu'au-delà des médailles qu'on a pu obtenir, je crois que quand on a vu tous ces athlètes, cette volonté, je pense notamment à celle qui a gagné la médaille d'or sur la Boccia, Aurélie Aubert, quelle leçon elle a donnée pour un grand nombre de citoyens français. Donc effectivement, c'est quand même dommage que derrière, il n'y ait pas une forme de continuité et de reconnaissance vis-à-vis de ce secteur-là. Bon, je pense que la bourde va être rattrapée. On devrait avoir une ministre, a priori, du handicap dans les jours qui viennent. Au moment où on enregistre cette émission, en tout cas, elle n'est pas nommée. Vous le voyez passer les fêtes, ce gouvernement, sincèrement? Est-ce qu'en janvier 2025, on aura encore ce gouvernement en place? Vous savez, la vie politique est tellement compliquée. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici là? Si ce gouvernement passe l'épreuve du budget, ce sera déjà une belle étape de franchie. Après, j'ai la faiblesse de penser qu'on ne va pas mettre à l'ordre du jour des projets de loi ou des propositions de loi qui vont créer des frictions, qui vont tendre les familles politiques. En tout cas, ce sont les parlementaires qui vont décider de l'avenir et de la durée de vie de ce gouvernement. On devrait avoir rapidement le dépôt d'une motion de censure. Vous avez évoqué François Hollande, qui est favorable d'entrer à censurer ce gouvernement. La rentrée parlementaire, c'est le 1er octobre. En cas de dépôt de motion de censure, le Sénat aura lui aussi, comme l'Assemblée nationale, son mot à dire? Non. Alors, sur les motions de censure, c'est une règle qui n'appartient qu'à l'Assemblée nationale. Le Sénat ne se prononce jamais sur les motions de censure. Non, donc vous n'aurez pas un cas de conscience. Voilà, un cas de conscience à gérer. Si jamais, et ce n'est pas une hypothèse impossible, la censure était votée par l'Assemblée nationale, est-ce que ça impliquerait une démission d'Emmanuel Macron, même si légalement ce n'est pas le cas, mais de manière politique, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Nommer un nouveau gouvernement, voilà, c'est la règle. Un gouvernement tombe, il en a nommé un autre. Bon. Il ne faut pas fragiliser, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, certains sont contre, qu'on soit pour ou contre, il faut protéger quand même la fonction de président de la République. C'est quand même le garant de nos institutions dans notre pays. Quoi. On ne peut pas jouer avec ça. Quoi, voilà. Donc il a été élu, il a été réélu. Bon, il doit faire son mandat. Voilà. Même dans votre camp, il y en a qui jouent un peu avec ça. Édouard Philippe a annoncé qu'il était candidat à la présidentielle. On sous-entend derrière cette candidature qu'il l'est, même dans l'éventualité où Emmanuel Macron... C'est vous qui interprétez, c'est vous qui sous-entendez. Bon, voilà. Vous êtes assez fin observateur de la vie politique pour savoir qu'il n'a pas fait ça de façon innocente à ce moment-là, Édouard Philippe. J'ai regretté qu'il le fasse d'ailleurs. Je trouvais que c'était un peu prématuré, surtout dans cette période-là. Voilà, je fais partie de celles et ceux qui pensent que c'était un peu prématuré. Voilà, c'est le problème de notre système politique français. Quoi. On pense déjà, à peine une élection se termine, qu'on pense déjà à la suivante. Et je dirais, ça endommage un petit peu le fonctionnement de nos institutions. Ça empêche souvent de bien réformer notre pays. Hein. On sait que notre pays a besoin de grandes réformes. J'ai regretté cette annonce. C'est clair. Bon. Vous qui connaissez quand même bien Emmanuel Macron, vous le voyez démissionner avant la fin de son mandat? Pas du tout. Pas du tout. Ça mérite d'être clair. Bon, voilà. Alors, pas du tout. Connaissant sa personnalité, son caractère et autres. Voilà. Et on connaît aussi son habileté politique, sa faculté à savoir rebondir quand il y a des crises dans notre pays. Hein. Souvenez-vous de la crise des Gilets jaunes, de la crise agricole. Un peu la crise politique que l'on vient de connaître aussi, avec cette difficulté à trouver un Premier ministre pouvant faire un minimum de consensus. Donc je lui fais confiance pour cela, pour continuer à bien terminer son mandat. Alors s'il ne démissionne pas, il peut par contre être destitué. Hein. Il y a une procédure de destitution qui a été lancée par la gauche et la France insoumise notamment, qui a été validée
par le bureau de l'Assemblée nationale. On a appris cette semaine que c'est un député isérois, Jérémy Yordanov, qui va être le rapporteur de la proposition de résolution visant à engager une procédure de destitution. Il y a peu de chances qu'elle aboutisse. Lui-même, d'ailleurs, en est conscient. Mais bon, c'est quand même un acte qui va occuper les deux assemblées pendant quelques semaines. Ben, c'est du spectacle politique. C'est de la popole, comme on dit. Et ce n'est pas ce dont notre pays a besoin en ce moment. Comme vous l'avez dit, il ne sera pas destitué, le président de la République. C'est impossible. Donc, voilà. Donc, effectivement, vous allez beaucoup vous exciter, permettez-moi l'expression, sur ce sujet-là, sur ce dossier-là, qui pendant 15 jours. Et puis, pendant ce temps, on ne parle pas d'autre chose plus importante pour notre pays. Voilà. C'est un peu le mal français, quoi. Le mal de notre vie politique, de nos hommes politiques, effectivement, qui pensent plus à faire du spectacle, au chaos. Alors, on voit aujourd'hui le mal que fait dans notre vie démocratique la France insoumise, hein, au-delà des propos outranciers en continu qu'il prononce à l'Assemblée nationale, de cette volonté un petit peu, permettez-moi l'expression, de bordéliser la vie politique. Bon, cette initiative s'inscrit dans cela, et c'est dommage, parce que ce n'est pas ce dont on a besoin. Je ne suis pas sûr que c'est ce que souhaitent les Français non plus. Alors Didier Rambaud, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, mais qui est revenu au centre du jeu, qui est devenu d'ailleurs un peu le maître des horloges, c'est Marine Le Pen. Depuis la dissolution, Emmanuel Macron l'a clairement remis dans le game, comme on dit. Je vais vous faire réécouter un extrait d'un discours d'Emmanuel Macron. Vous allez reconnaître tout de suite le moment. C'est pas si vieux, c'était lors de son investiture en 2022. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Ah ouais, les images, elles restent. Hein. Ça fait mal d'écouter Emmanuel Macron. Ça n'a que 2 ans. Au moment où il prononce ce discours, le RN ne dispose que de 6 députés à l'Assemblée nationale. 2 ans plus tard, il représente le premier groupe le plus important avec plus de 140 postes. Oui. C'est bon. Il a échoué, là, clairement. On a échoué tous, voilà, parce que je pense qu'on n'a pas su convaincre aussi les Français du mal que pouvait représenter aujourd'hui le Rassemblement national, hein, ses idées, ses valeurs, ses propositions, y compris ses propositions économiques et sociales, qui entraîneraient une régression. Voilà, c'est un combat de tous les jours. Il va falloir l'intensifier. Il va falloir aussi prendre des initiatives pour qu'un grand nombre de Français s'y retrouvent, reprennent confiance et se rendent compte qu'effectivement, les solutions proposées par le RN ne correspondent pas à leurs aspirations, qui seraient d'ailleurs sûrement celles et ceux aujourd'hui qui votent pour ce mouvement-là, je le dis, seraient sûrement les premières victimes dans l'hypothèse d'un gouvernement RN. Je sais que vous n'avez pas envie de dire du mal, mais c'est quand même Emmanuel Macron qui porte la responsabilité principale de cet échec aujourd'hui. En dissolvant, vous louiez son habileté politique. Quand il dissout l'Assemblée nationale au mois de juin, il sait très bien que ça va renforcer le RN. Il n'y avait pas d'autre perspective. C'est votre avis. Oui, effectivement, aujourd'hui, se retrouver avec plus de 100 députés RN à l'Assemblée, oui, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On voit bien la responsabilité. Mais enfin bon, il n'a pas créé le RN non plus. Hein. Et les problèmes qui n'ont pas été réglés aujourd'hui, celles et ceux qui étaient avant lui n'ont pas su le faire. Hein. On sait qu'il y a des sujets latents, récurrents, qui remontent à 30, 40 ans en arrière. Voilà, on n'a pas suffisamment encore réparé notre pays et on se retrouve avec ce type de résultats. Je pense que le président de la République aujourd'hui, ça doit le déchirer effectivement de voir ça aujourd'hui. Et je peux vous dire que s'il a une préoccupation majeure, c'est que la prochaine présidentielle, c'est de ne pas passer le témoin à Marine Le Pen.
Alors, s'il ne veut pas passer le témoin à Marine Le Pen, il faudra que quelqu'un d'autre reprenne le leadership dans le camp macroniste. On a parlé d'Édouard Philippe, qui, dès cette rentrée, s'est positionné comme un candidat à la présidentielle de 2027. Vous en voyez d'autres dans votre camp qui pourraient avoir vos faveurs, Didier Rambaud? Moi, ma préoccupation, c'est qu'il n'y ait pas un second tour Mélenchon-Le Pen. Ça veut donc dire qu'il faudra qu'il y ait un candidat de ce bloc central, de la droite républicaine jusqu'à la gauche social-démocrate, qui émerge. Voilà. Donc, à l'heure qu'il est, je ne le connais pas encore. Il y en a un qui vient de se prononcer, qui a été voilà. Premier ministre, qui a tout, on va dire, le bagage pour revendiquer ce type de poste. Il ne vous convient pas? Il pourrait convenir, effectivement. Voilà. Mais voilà, vous pourrez comprendre qu'à l'heure qu'il est, ça me semble peut-être encore un peu prématuré. Moi, ma préoccupation, c'est que dans 3 mois, il y a un budget qui soit voté pour notre pays, c'est qu'il y ait un certain nombre de réformes qui soient engagées, c'est que le pouvoir d'achat s'améliore pour les Français, c'est que le chômage continue à baisser, c'est que nos services publics fonctionnent, c'est que notre santé, voilà, qui souffre aujourd'hui, voilà, la désertification médicale des hôpitaux. C'est ça, je ne veux pas attendre dans 2 ans et demi qu'il y ait un nouveau président de la République. C'est des sujets sur lesquels je souhaite me pencher maintenant. Nous verrons bien, d'ici un an et demi, celle ou celui qui sera en capacité d'éviter ce second tour dont je vous parlais il y a un instant. Bon, certains de ces sujets vont être abordés dès la semaine prochaine, puisque c'est la rentrée parlementaire pour les députés comme les sénateurs. Le 1er octobre, vous avez pris un peu de vacances un peu plus longues que les scolaires. Mais bon, il va falloir pas mal d'énergie, je pense, pour gérer les prochains mois. On va parler très vite de l'abrogation de la réforme des retraites, puisque le Rassemblement national a prévu de la proposer dès la fin du mois d'octobre dans ce qu'on appelle la niche parlementaire. Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi et l'abroger? Très franchement, non. Il faut avoir le courage, l'honnêteté de le dire. C'est économiquement et même socialement irresponsable de revenir sur cette loi. Personne n'y croit d'ailleurs, même ceux qui la proposent. Croire qu'on peut revenir à la retraite à 60 ans, coût 15 milliards d'euros, quand on connaît l'état de nos finances publiques, et en plus on aggraverait le sujet pour les générations suivantes. Par contre, effectivement, je pense que cette loi a besoin d'être modulée, d'être améliorée. Je pense aux carrières pénibles notamment. Là, c'est sûr c'est un sujet sur lequel il faut revenir. Voilà. On ne reviendra pas à l'âge de départ, mais par contre, on peut effectivement... il y a des modalités pour un certain nombre de professions qui méritent d'être revues. Je pense aussi aux pensions agricoles, effectivement, qui sont scandaleusement basses, même si on les a beaucoup améliorées ces dernières années. Mais voilà, oui à l'amélioration, non à l'abrogation. On va beaucoup parler aussi dans cette rentrée parlementaire d'immigration. Michel Barnier a laissé entendre qu'il allait remettre le contrôle aux frontières, comme c'est le cas par exemple en Allemagne. Bruno Retailleau veut supprimer l'aide médicale d'État, l'AME, qui concerne à peu près 300 000 personnes en France, dont Oui, l'AME, vous venez de voir une prise de position d'un grand nombre de médecins qui jugeraient cette suppression dangereuse en matière de santé publique pour notre pays. Mais ce n'est pas eux qui gouvernent, Didier Rambaud, c'est Bruno Retailleau. Voilà, je pense que je vous fais un pari que cette décision ne sera jamais prise, de suppression de l'AME. Vous rappeliez que vous aviez voté contre la loi immigration qui incluait ce type de mesures à l'époque. Vous seriez capable de faire sécession, comme on dit, si jamais ce type de proposition était en mesure de passer? Écoutez, j'étais capable de le faire il y a quelques mois. Donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable de le faire aujourd'hui. Voilà, je suis dans une position aujourd'hui comme sénateur d'être libre et autonome. D'ailleurs, c'est un peu la position des sénateurs Renaissance. Nous serons au Sénat libres et autonomes. Et donc, s'il y a une reprise de dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, je ne les voterai pas. Voilà, le message est passé. On verra ce débat qui risque effectivement d'être assez enflammé dans les assemblées s'il est remis sur le devant de l'actualité. On va finir cette émission en revenant ici sur notre territoire, l'actualité de la semaine en Isère. Et il y a eu notamment cette évacuation d'un immeuble à Échirolles, le Carrare. On va voir quelques images de cet immeuble qui est squatté depuis des années par des dealers. Alors, l'évacuation a été ordonnée pour des raisons de sécurité, mais on peut
comment dire, interpréter aussi ce recul des autorités face aux dealers. On va vider finalement les habitants de cet immeuble parce qu'on n'arrive pas à en faire partir les dealers. Alors, plus globalement, au-delà du problème des Chirolles, hein, c'est le sujet de la drogue dans notre pays, des narcotrafiquants. Alors, j'ai un petit peu travaillé sur ce sujet-là, puisque au Sénat, il y a eu une commission d'enquête parlementaire, hein, qui a siégé pendant plusieurs mois, qui a auditionné un très grand nombre d'acteurs, qui a sorti un énorme volume. On est à un point de bascule dans notre pays. Hein. Il faut savoir qu'en France, on a 3000 points de deal. Donc il faut arriver à résorber. Mais au-delà des points de deal, c'est un peu, je dirais, le haut de l'échelle sur lesquels il faut taper. Hein. Il faut taper, il faut frapper au portefeuille. On a fait un certain nombre de propositions. Frapper au niveau du portefeuille des narcotrafiquants, faire des enquêtes patrimoniales, hein, parce que c'est là quand on touche à l'argent, au patrimoine de ces gens-là, c'est peut-être là que ça va commencer à bouger, mais effectivement, et puis il faut une coopération internationale beaucoup plus forte, parce que c'est pas seulement un problème français, hein, parce que la drogue, vous savez d'où elle arrive, hein, par nos ports, etc., par nos aéroports. Je fais confiance aussi à la révolution de l'intelligence artificielle, hein, qui permet de mieux détecter effectivement les lieux de passage, les valises, les cargos, etc. Et puis aussi, il faut que chaque municipalité joue son rôle, hein, voilà, en termes de prévention, présence de police, de vidéosurveillance aussi, pour mieux voir un petit peu comment ces trafics s'opèrent. Alors, pour le coup, à Échirolles, il y a des caméras de vidéosurveillance un peu partout, il y a une police municipale. L'immeuble est à 100 mètres du commissariat, en tout cas de la police municipale. La maire d'Échirolles réclame depuis des années justement un commissariat de police nationale dans sa commune. Elle n'a jamais eu de retour, notamment de Gérald Darmanin. La création de postes de policiers, il me semble qu'il y a eu quand même... Oui, mais elle voudrait un commissariat de plein exercice dans la commune d'Échirolles. Effectivement, il y a eu des renforts sur l'ensemble du département, mais pas forcément dédiés à Échirolles. Mais plus largement, on a l'impression quand même qu'il y a une impuissance des pouvoirs publics à régler ce genre de problème, hein, depuis des années, voire des décennies. Sachez que le problème des narcotrafiquants, c'est un sujet international, c'est une véritable mafia internationale, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer que même ça ne peut pas se régler à l'image d'un seul pays. Alors, même si chaque pays doit prendre sa part, voilà, mettre des moyens supplémentaires. Mais bon, je doute que ce soit que la présence d'un commissariat de police, la création d'un commissariat de police va régler le problème du trafic de drogue, hein, parce que sinon vous allez le déplacer ailleurs. Hein. Donc voilà, on ne peut pas mettre un commissariat de police dans chaque quartier de notre pays. Alors, il y a certains politiques qui ont des solutions un peu alternatives, hein, comme la légalisation du cannabis. Ça existe dans d'autres pays. Il y a 35 000 condamnations par an en France en 2023 liées à ce trafic de cannabis essentiellement. Ça laisserait pour eux du temps à la justice et à la police de traiter d'autres problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas un avis tranché sur ce sujet-là. J'ai l'impression quand même qu'on déplacerait un problème. Si c'est plus le cannabis, il va se déplacer sur des drogues plus dures, cocaïne, etc. Qui toucherait peut-être moins de monde. Voilà, je pense qu'effectivement, ça mérite un vrai débat dans notre pays, ce sujet-là, la question de la légalisation du cannabis. Alors qu'il est, j'ai l'honnêteté de vous dire, je n'ai pas une position tranchée. Je demande à affiner le sujet, à avoir des avis, à voir comment ça se passe justement dans les pays où ça a été permis. Est-ce que ça a vraiment réglé le problème ou pas ? Je suis sûr que Bruno Retailleau sera enchanté de lancer ce sujet dans les débats. Oui, mais pour l'instant, il aime beaucoup les coups. Voilà, on voit bien sa stratégie de caresser dans le sens du poil un certain électorat. Bon, maintenant, il est en action. Hein, voilà. Alors sur ce sujet, Éric Piolle lui est favorable à cette légalisation. Je vous propose de l'écouter, le maire de Grenoble, sur le plateau de BFM, c'était il y a quelques jours. L'explosion de la consommation de drogue, y compris dans vos milieux médiatiques, y compris dans les cabinets ministériels, y compris au Sénat, on l'a encore vu, partout dans la société française. Il n'y a aucun milieu qui ne soit épargné, effectivement. Le cannabis, la cocaïne, on ne prend pas en compte cette question de santé publique.
Alors, il était très remonté. Très véhément, oui. J'espère que ce n'est pas pour cacher ce qu'il n'a pas fait comme maire. Voilà. En termes de sécurité, de prévention, je pensais aux caméras de vidéosurveillance, où à un moment donné, il a fait un petit peu de provocation en proposant au maire de Nice de lui vendre. Bon, voilà. Pas sûr qu'à ce moment-là, il avait pris les bonnes orientations et les bonnes décisions. Donc, effectivement, aujourd'hui, écoutez, il est très véhément pour peut-être cacher ce qu'il n'a pas fait. Alors, si j'en crois Éric Piolle, si j'ai pris cet extrait, c'est que, selon lui, la drogue circulerait aussi au sein du Sénat. Depuis 7 ans, vous en avez vu passer, Didier Rambaud? Alors, très franchement, droit dans les yeux, jamais. J'ai jamais vu ce type de trafic. Voilà, peut-être que je ne suis pas dans les bons endroits. Bon, voilà, je vois très bien à quoi vous faites allusion. Ah bah c'est pas moi, c'est Éric Piolle qui, je pense, faisait allusion à ça. Ouais, mais... Il y a un sénateur, effectivement, qui a mis le pied en touche, voilà, qui Joël Gariot, pour ne pas... j'ai même sa photo. Pour ne pas le nommer. Qui est revenu dans l'actualité cette semaine. Comme dans toute collectivité, dans tout groupe humain, et voilà, vous n'avez pas 100% de gens parfaits. Mais très franchement, non. Au Sénat, avant cette affaire Gariot, voilà, 6 ans sénateur, j'ai jamais eu même d'écho que comme quoi... Vous a jamais proposé en entrant en séance? Et encore moins... Non, soyons sérieux. Bon. Non, mais en tout cas, cette affaire, effectivement, interpelle. Elle est sortie l'an dernier, en 2023. Vous étiez au Sénat depuis 6 ans. Joël Gariot, qui est député de la majorité présidentielle Horizon, a été accusé d'avoir voulu droguer une députée pour la violer. Si on en reparle aujourd'hui, c'est que cette semaine, la justice a publié des révélations comme quoi il avait consulté dans les semaines précédant cet acte des sites internet pour se renseigner sur la soumission chimique. Donc les taux se resserrent sur ce sénateur. Depuis un an, vous l'avez croisé au Sénat? Non, très franchement, depuis que cette affaire a été révélée, on l'a plus revu, et tant mieux d'ailleurs. Donc on l'a plus recroisé. Je le connaissais très peu d'ailleurs, ce collègue sénateur. Et on l'a plus revu au Sénat. Il n'a plus siégé dans l'hémicycle et encore moins dans les commissions ou autres instances. C'est un fait divers qui fait un drôlement écho. Écho à l'affaire Pellico, voilà, effectivement, qui est une dramatique affaire qui a été, je pense, dans notre pays une onde de choc, pour reprendre le titre d'un magazine. Voilà, moi, je salue cette femme, très, très courageuse, qui a accepté, y compris que son procès soit médiatisé, pour se rendre compte, effectivement, un petit peu des sujets, des violences sexuelles qui se posent. Déjà, le mouvement MeToo avait été déjà une première prise de conscience. Je n'oublie pas non plus ce qu'on a appris sur l'abbé Pierre aussi, tout récemment. Bon, voilà. Donc, je salue cette femme qui, je pense qu'au-delà de ce qui lui est arrivé, mais va créer aussi une prise de conscience dans notre pays. On va peut-être aborder plus sereinement ces sujets, plus sérieusement ces sujets. Il y aura moins de non-dits. Une prise de conscience qui a du mal à infuser partout. Si je reviens sur cette affaire Gariot, révélée en 2023, vous ne l'avez pas recroisé à l'Assemblée, mais il n'y avait aucune sanction. Gérard Larcher a simplement demandé cette semaine sa mise en retrait. Un an après, ça veut dire que la parole de cette députée qui l'accusait n'a pas été prise au sérieux pendant un an par le président du Sénat? Je ne veux pas juger le président. Je ne sais pas juridiquement et concrètement ce que le président du Sénat pouvait faire par rapport à cette affaire. C'est pas un juge, hein. C'est pas un juge. Oui, mais le jugement n'a pas eu lieu non plus aujourd'hui. Et pourtant, là, maintenant, devant les nouvelles révélations, ils se sont obligés de réagir. Oui, il réagit. Il lui demande de se mettre en retrait, mais... Il ne l'avait pas fait il y a un an. Donc, oui. Je pense qu'il y avait, comme on dit, peut-être la présomption d'innocence, qui existe dans notre état de droit aussi. Mais qui existe encore aujourd'hui. Alors, si on se base là-dessus... Mais je ne suis pas sûr, si je peux perdre, vous me posez une colle, je ne suis pas sûr que juridiquement, il puisse faire autre chose que de lui demander de se mettre en retrait. Voilà. Dans l'actu de la semaine... Ce n'est pas un juge. Hein. Voilà. Non, bien sûr. Non, mais j'étais étonné qu'il ne l'ait pas fait à l'époque. Et puis maintenant, avec des nouvelles révélations, alors que juridiquement, il n'y a rien de nouveau, il y fasse une réaction, on va dire, plus rapide, aurait pu être plus compréhensible dans l'état d'esprit aujourd'hui de prise de conscience que vous soulignez. Et, en disant tout cela, évidemment, je confirme ce qu'il a fait là, c'est abject, hein, ce collègue sénateur. Enfin, ce collègue, oui. Oui, ça reste un collègue sénateur. Ouais, c'est un collègue sénateur. Et là, il faut l'appeler comme ça. Il est encore élu. Mais voilà,
quelle image ça donne effectivement sur le Sénat. Effectivement, dans les jours qu'on suivi, les semaines qu'on suivi, le nombre d'interpellations que j'ai eues, de colibés aussi, savoir si j'avais mon petit sachet, etc. Bon, voilà. Est-ce qui se passait au Sénat était monnaie courante? Non, très franchement, non. On peut destituer un sénateur s'il ne démissionne pas? C'est une procédure qui existe dans votre instance? Je ne crois pas. Seule la justice peut intervenir. Dans l'actu de la semaine, ça bouge aussi à Grenoble, dans la perspective des municipales, Didier Rambaud. Si vous n'êtes pas élu grenoblois, j'imagine que vous suivez aussi ce qui se passe dans la capitale des Alpes. Alors après la création d'un premier collectif citoyen marqué à droite début septembre, un autre a vu le jour cette semaine. Il est constitué de l'ancienne socialiste Marie-Jo Sala, de l'ancien député Renaissance Jean-Charles Collaroy, et puis d'un ancien collaborateur également parlementaire de Yannick Neuder, LR. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? D'abord, vous avez raison de rappeler que je ne suis pas un élu grenoblois, mais je suis sénateur de l'Isère, donc sénateur de toutes les communes de l'Isère. Et puis les élus grenoblois peuvent potentiellement voter pour vous au moment des élections. Exactement, et ils sont très nombreux. donc forcément, je suis très intéressé par ce qui se passe sur Grenoble. Bon, je pense que Grenoble a besoin d'une alternative. On sait que l'image de Grenoble est mauvaise dans l'opinion, sur différents sujets, la sécurité, l'attractivité économique. On voit que a raison ou pas, selon vous? Oui, je pense. Bah, écoutez, voilà, quand moi je vois des gens de ma commune qui me disent voilà, qui doivent quitter la commune du Grand Lens pour habiter ailleurs parce qu'ils habitent sur Grenoble, parce qu'ils travaillent sur Grenoble, ils ne veulent pas acheter sur Grenoble, ils veulent plutôt acheter même jusqu'à Voiron, parce que la ville n'est plus attractive. Donc c'est un vrai sujet. Il faut effectivement que Grenoble retrouve ses lettres de noblesse. Donc je me réjouis qu'un certain nombre de citoyens grenoblois pensent à cette future échéance. Voilà, vous avez cité des noms, je les connais bien. Donc ils habitent Grenoble, ils vivent Grenoble, ils sont compétents. Écoutez, qu'ils fassent leur travail, effectivement, de commencer à réfléchir à trouver une alternative à l'actuelle municipalité. Alors Jean-Charles Collaroy, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux, puisqu'il était encore élu député Renaissance il y a quelques années sur le canton de Saint-Martin. Il a d'ailleurs essayé de se représenter aux législatives en juillet, mais il a été battu. On sait que dans le même camp politique, dans votre famille politique, il y avait Olivier Véran aussi, qui réfléchissait à une éventuelle candidature à Grenoble. Alors visiblement, il n'est pas du tout impliqué dans ce collectif. Émilie Chalas non plus, l'ancienne tête de liste Renaissance au municipal à Grenoble, qui elle aussi a été députée de Grenoble. Alors regarde avec bienveillance, mais n'est pas intégrée là-dedans. Ça veut dire que au sein même des élus grenoblois Renaissance ou des anciens élus, il y a déjà des dissensions alors qu'on essaye de rassembler plus largement. Mais à un moment, qu'il y ait des initiatives diverses et variées qui sont en train de naître, tant mieux. Ça montre qu'il y a un grand nombre de citoyens qui s'intéressent au devenir de cette ville. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il faudra se rassembler. Voilà, donc il faudrait... différents... Vous avez cité un certain nombre de personnalités. Effectivement, ça montre qu'il y a un potentiel sur Grenoble. Et à un moment donné, il faudra se retrouver, effectivement, pour créer une alternative. C'est ce que je demanderai à toutes ces personnes-là. Parce que sinon, ça partira à l'échec. Ou alors, ce sera le retour... d'un ancien élu qui, comme vous le savez, a été condamné en son temps. Alain Carignan, qui lui non plus ne cache pas, qui sera tête de liste au municipal. C'est Émilie Chalas, dans votre camp, à Renaissance, au parti de Renaissance, qui est la plus légitime à mener la liste aux prochaines municipales à Grenoble? Tout adhérent de Renaissance et habitant Grenoble, intéressé par Grenoble, a légitimité. Bon, après, je ne sais pas quelle est aujourd'hui la volonté d'Émilie Chalas. Elle a mené un combat honorable il y a moins de 6 ans. Si elle a envie de continuer à s'investir, elle aura bien évidemment toute sa place. En tête de liste? Ou à d'autres places, je ne sais pas. Peut-être, voilà. Mais ça, je veux dire, il faut que toutes celles et ceux qui aujourd'hui travaillent sur Grenoble à une alternative, à un moment donné, devront se parler, se mettre d'accord. Voilà, donc je ne vais pas d'ores et déjà annoncer un nom, une tête de liste qui pourrait bloquer d'autres initiatives ou entraîner des dissidences ou une multiplication de listes qui porterait préjudice à ce renouvellement. Ça me paraît un peu prématuré de déjà donner un nom. Par contre, tous les noms que vous citez, c'est évident qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils auront leur place dans un futur rassemblement. Bon. En tout cas, effectivement, pour l'instant, même si ce ne sont pas encore des listes clairement établies,
Il y a des collectifs qui se montent. On sent que l'union ne va pas être aussi simple que ça. Une heure avant la présentation donc, de ce collectif dans lequel on retrouve Jean-Charles Collaroy, l'ancien député Renaissance, il y avait Pascal Clouer qui réunissait l'opposition de gauche à la mairie de Grenoble pour créer également un nouveau groupe avec l'ambition de porter sa candidature au municipal à Grenoble, même si effectivement, comme vous, ils ne vont pas vouloir donner de nom, ils vont dire on est d'abord sur le programme, sur le collectif, etc. Mais une campagne municipale, vous le savez, vous avez été maire, Didier Rambaud, et notamment dans une grande ville, elle s'incarne sur une personnalité en priorité. Eh ben, elle devra s'imposer, voilà. Laissons les choses se faire très, très calmement. Elle s'imposera d'elle-même, cette personnalité. Hein, je veux dire. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est tous ces groupes dont vous venez de parler, s'ils partent séparément, c'est l'échec assuré. Eh ben, on verra. C'est dans 18 mois, les municipales. C'est normalement la prochaine échéance, à moins que en septembre de l'année prochaine, on reparte pour des législatives. Là, légalement, on pourra dissoudre l'Assemblée nationale et repartir. À votre avis, c'est une hypothèse qui tient la corde aujourd'hui ? On en parle beaucoup, effectivement. Oui, on en parle beaucoup. Bon. Il y aura peut-être un changement de mode de scrutin d'ici là, aussi. Vous pensez que l'Assemblée nationale est armée pour valider un changement de mode de scrutin dans les mois qui viennent ? Il me semble que j'entends pratiquement dans toutes les familles politiques une volonté de passer à la proportionnelle. Et ben, voilà, donc ça change la donne. Ce serait une bonne idée, selon vous, ce type de scrutin pour les législatives ? Alors je vais vous dire, j'ai été très longtemps hostile parce que je croyais beaucoup au scrutin majoritaire qui permettait de dégager des majorités stables, fortes. C'est plus le cas aujourd'hui, compte tenu que la vie politique, on est allé vers une tripartition de la vie politique, hein, une gauche radicale, une droite dure, et un bloc central. Donc trois grands blocs qui dominent notre pays politiquement. Donc il faut aller sûrement vers la proportionnelle et après, il faudra qu'il y ait d'ailleurs, je pense que le mode de scrutin proportionnel facilitera des échanges, des compromis en amont des élections. Il permettra à des familles politiques de se mettre d'accord, comme en Allemagne, par exemple. Eh bien, très bien. On a vu de toute façon que le scrutin majoritaire n'évitait pas de se retrouver avec une assemblée ingouvernable. On peut la présenter comme ça. Merci Didier Rambaud d'avoir participé à cette émission. Il vous reste une mission, c'est de poser une question à notre prochaine invitée que vous connaissez bien également, puisqu'elle aussi elle a été proche de Didier Migaud. C'est celle qui la remplace sur la 4e circonscription de l'Isère, un député socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Bonjour Marie-Noëlle Battistel, je lui confirme que j'ai toujours de respect vis-à-vis de sa personne, que j'ai toujours plaisir à travailler avec elle sur un certain nombre de dossiers. Je pense notamment au dossier de l'Alpe du Grand Serre. Néanmoins, je la ramène à ses fonctions nationales et lui demander très franchement, est-ce qu'elle peut continuer à travailler et à soutenir les élus de la France insoumise qui n'ont que pour seule ambition de créer le chaos dans notre pays, de bordéliser la vie parlementaire. Voilà, je souhaiterais qu'elle me réponde très franchement à cette question. À très bientôt. Eh bien, merci Didier Rambaud. On reprendra la semaine prochaine sur le plateau du QG Politique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de nos émissions sur le site télégrenoble.net. Merci. Merci.